Merci de regarder Golf TV Africa et de nous suivre à l'instant même sur Golf FM Africa. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Ma part des vérités de ce dimanche. Dimanche dernier, le 18 juin 2017, nous avons reçu sur le plateau de l'émission Ma part de vérité le préfet du département du littoral, Modeste Otoboula, avec qui il a été question de la tutelle préfectorale sur la ville de Cotonou. Avec notre invité, nous avions parlé de la gestion des déchets solides ménagers, des inondations et brièvement de la convention cadre entre l'État central et les communes du Grand Nokoué. À la suite de cette émission, le maire de la ville de Cotonou, Léadi Vinayon Soglo, a demandé à exercer son droit de réponse. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement avec la présence sur le plateau de son représentant légal, Raoul Silverus Faladé, conformément à l'article 125 du Code de l'information et de la communication. Monsieur Faladé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter de représenter le maire de la ville de Cotonou sur ce plateau. Ouais, merci. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il y a quelques jours, l'on soit arrivé à une situation où la ville de Cotonou a été envahie par des ordures en grande quantité et du coup, l'image de la ville a pris un grand coup. Ouais. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais, d'entrée de jeu, saisir cette opportunité pour souhaiter une très bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane et puis particulièrement au PDG du groupe de presse La Gazette du Golfe qui fête en ce moment cette fête. Alors, c'est vrai que le préfet est passé sur ce plateau. Il a abordé, entre autres, la question des déchets. Et a même qualifié le maire d'incapable qui n'a pas pu gérer convenablement ces situations et au demeurant les cadres techniques qui également n'ont mis en place aucune planification pour la gestion de ces déchets. Alors, je crois que c'est pour la première fois que nous tombons dans une telle situation. Et cela se justifie aisément. Et c'est vrai, comme le préfet l'a dit, la gestion des déchets ces derniers temps a posé un certain nombre de problèmes, mais il aurait fallu que l'autorité tutelle demande un point de la situation et s'il avait pris la patience de lire, de voir le rapport à ce sujet, il devait apprécier à sa justice et ce qui pourrait justifier ces situations. Alors, nous étions dans un contrat de gestion de la salubrité. Et c'est vrai que en 2016, les contrats étaient venus à expiration et il fallait les renouveler. Mais au cours de l'année 2016, le maire de la ville de Cotonou avait entrepris une démarche. Parce que suite à une évaluation, parce que nous avons évalué d'abord le système mis en place, je précise très bien que le système qui est mis en place, c'est la pré-collecte, la collecte et le transport et l'enfouissement. C'est ça la gestion des déchets au niveau de la ville de Cotonou, que nous avons expérimenté depuis l'avènement de la décentralisation. Alors, nous avons pu identifier qu'il y a un maillon qui posait problème. Et ce maillon, c'est la pré-collecte. La pré-collecte posait problème et ajouté aux actes d'incivisme que vous voyez. Parce que les ordures qui ont été dénoncées, déposées pêle-mêle, ce ne sont pas des endroits appropriés pour accueillir des ordures. Et ça relève des actes de certaines personnes qui sont vives quand même dans la ville. Donc, à la faveur d'un partenariat que nous avons avec la mairie de Paris, le maire a négocié et obtenu un financement. Un financement de 400 000 € pour réorganiser la pré-collecte des déchets. Cette filière de la pré-collecte pour réorganiser. Cette démarche intervenait à un moment où nous avons déjà annoncé dans le cadre du PGMU la réorganisation de toute la gestion de la filière. Ça a commencé par la reconstruction des points de regroupement et un centre de transfert qui a été mis en place
et les ONG de la précollecte devaient être reconvertis en GIE. Il faut renforcer leurs compétences, il faut les équiper. Bref, il y a tout un plan qui est mis en place. Alors, lorsque le maire a négocié et obtenu l'accord de Paris pour financer en 2017 la réorganisation de la précollecte, alors, nous avons en septembre dernier, septembre 2016, nous avons écrit à la Direction nationale du contrôle des marchés publics, à la DNSCP, pour demander une dérogation spéciale pour 1 an, pour permettre la réalisation de cette étude, histoire de nous permettre, afin de nous permettre d'insérer désormais dans nos DAO et dans les nouveaux contrats et les résultats de l'étude et ce qu'on doit mettre en application. Je dis bien, à titre exceptionnel, on a demandé cette dérogation. Alors, la DNSCP a répondu pour dire au maire, non, je n'accepte pas cette dérogation, les contrats sont déjà à expiration, lancez une nouvelle procédure d'appel d'offres pour sélectionner les entreprises à nouveau. Nous avons reçu l'avis défavorable. Alors, tout de suite, on a toiletté les DAO. Je précise ici que lorsqu'on parle de la gestion de la salubrité à Cotonou, c'est 3 volets, 3 types d'opérations que nous mettons ensemble lorsqu'on parle de la salubrité. Il y a le curage, il y a les opérations de désensablement et enfin la gestion des déchets. Lorsque nous avons préparé le DAO en conséquence, prenant en compte ces 3 types d'opérations, nous les avons envoyés à la DNSCP. Alors, la DNSCP a revu les TDR, tout ça là, et enfin nous a donné OK, bon à lancer. Je dis qu'en ce moment précis, la DNSCP, sans nul doute, n'avait pas l'information sur le programme d'action du gouvernement. C'est-à-dire qu'il devait prendre en compte la gestion intégrée des déchets sur le grand Nopé à partir du premier trimestre. Je dis bien à partir du premier trimestre de l'année 2018. C'est ça les documents que nous avons reçus. Je présume qu'à ce moment-là, la DNSCP n'avait pas cette information. Si elle avait cette information, elle devait mettre son avis en conséquence. Ne pas nous dire, lancez vos DAO. Elle devait dire, nuancer, ou dire, si vous voulez lancer DAO, prenez en compte tel aspect. Nous-mêmes, on n'avait pas l'information sur cette gestion intégrée qui s'annonçait. Le préfet aussi n'avait pas cette information. Parce que s'il avait cette information, il aurait déjà fait connaître ça par la mairie de Cotonou. On a lancé les DAO. En février, nous étions à la phase d'analyse des offres. Mais en prévision de la gestion de cette période de la procédure de sélection, on a mis en place un plan d'urgence pour gérer, un plan d'urgence de 2 mois, pour gérer la situation des déchets. C'est-à-dire que ça ne nous a pas empêché de gérer les déchets, ça ne nous a pas empêché de curer les caniveaux primaires et secondaires pour préparer la ville faire face aux eaux de pluie. Alors, nous étions en dépouillement des offres quand le préfet a saisi le maire par message radio pour demander au maire, 1, de surseoir à la procédure de sélection des entreprises. 2, de faire prolonger les contrats jusqu'à la mise en place du système de la gestion, non, jusqu'à la mise en place d'une gestion modernisée des déchets dans l'agglomération de Cotonou. En Suisse, voilà ce que le message dit, un message radio. Alors, tenant compte de la sensibilité de ce qu'il demande au maire, cette gestion, nous avons écrit au préfet et nous avons demandé de bien vouloir nous confirmer si ces injonctions-là étaient quand même venaient de sa part. Il a confirmé par écrit, il a envoyé. Alors, du coup, nous avons un problème. La question à laquelle on devait répondre, est-ce que le préfet, alors que nous étions dans un processus de sélection des entreprises, après un avis, un DAO, est-ce que le préfet est compétent de faire injonction dans la procédure? Nous étions embarrassés. Alors,
On n'a pas pu s'exécuter. Parce que si on s'exécutait, si un des prestataires ou un des soumissionnaires a signé la ville en justice, qui va répondre de ça? Parce que le code dit clairement que le préfet est incompétent pour réagir. Une semaine plus tard, le préfet prend un arrêté, il annule la commission de passation des marchés. Une commission qui était en place depuis 2015. Il annule la commission. Entre autres, au motif que le représentant de la personne responsable des marchés publics ne peut jamais être le directeur du cabinet du maire. Face à ces deux injonctions, la seule conduite à tenir, c'est de saisir les instances. On a saisi la DNSCP pour demander son avis technique. On a saisi l'autorité de régulation des marchés publics pour demander son avis technique. Nous avons eu la réponse de l'autorité de régulation des marchés publics, contrairement à ce que le préfet a dit. Ce n'est pas la DNSCP, c'est l'autorité de régulation des marchés publics qui nous a répondu. La lettre est là pour signifier clairement que dans une procédure de passation des marchés, le préfet n'a pas le droit d'interférer dans la procédure. Il n'intervient qu'à la fin, à travers l'approbation des contrats. Point barre. Et la lettre est là, on a dit clairement, il est incompétent pour intervenir dans la procédure. Il est également incompétent pour apprécier le représentant du maire, de la personne responsable des marchés publics, dans le cas d'espèce. La requête est là. Donc, nous avons reçu cette lettre et cette procédure momentanément suspendue par les actes du préfet, on l'a relancée. Vous voyez bien. Alors, lorsque nous avons relancé, puisque l'avis technique a été envoyé au préfet, et il a dit qu'il prenait acte de la décision de l'autorité de régulation des marchés publics. Parce que je vous dis, si on veut, le gouvernement veut interférer dedans, si on veut et sursoir la procédure de passation des marchés, c'est l'autorité de régulation des marchés publics qui peut faire. Cette autorité pouvait être saisie directement et jouer son rôle et mettre à l'abri, et mettre la mairie à l'abri de toute poursuite judiciaire. Avant d'avancer, vous avez lancé en septembre 2016, quand la Direction nationale de contrôle des marchés publics vous a signifié que vous ne pourriez pas bénéficier d'une dérogation, vous avez lancé une procédure. Au moment où vous lancez cette procédure, c'était pour qu'elle s'achève à quel moment précis? C'était pour la procédure que vous avez lancée en septembre 2016. Oui. Pour avoir de nouveaux contrats pour la salubrité de la ville de Cotonou. La procédure était censée durer combien de mois? Justement, la procédure était censée, puis nous sommes mesurés au mois de septembre, en 3 mois on aurait fini. Alors, en 3 mois, en temps normal, en 3 mois on aurait fini. Et que s'est-il passé pour que jusqu'à la fin, jusqu'à l'expiration du contrat qui était en cours, donc justement, nous n'avons pas eu en 2016, pourquoi les contrats n'avaient pas existé? C'est ça, je vous dis. Les contrats venaient à expiration en principe le 31 décembre 2016. Alors, tenant compte du projet que nous avons en perspective et conscient que ce projet, c'est-à-dire les résultats, devrait impacter le dispositif mis en place, et qu'il fallait nécessairement mettre ces résultats-là, en compte ces résultats, dans les nouveaux contrats que nous devons désormais élaborer. Nous avons demandé une dérogation, un avis. En septembre, nous avons saisi. Vous l'aviez déjà expliqué. C'est parce que maintenant, lorsque nous avons demandé, la DNSCP a mis du temps à nous réagir, à nous répondre. La DNSCP vous a répondu. Nous a répondu en décembre. Précisément, en décembre. Est-ce que vous voyez, à quelques jours, je vais fouiller, vous me donner la date précise. À quelques jours de la fin de choses, à quelques jours, donc je rectifie, excusez-moi, bon, voilà, avec précision, je l'ai ici, nous avons saisi la DNSCP en septembre pour demander la dérogation spéciale, telle que je vous l'ai dit, et en réponse, nous avons eu, le 16 septembre, nous avons saisi la DNSCP plus précisément. La DNSCP nous a répondu le 20 septembre. Non, et non en décembre. Le 20 septembre et non en décembre, je rectifie. C'est le 20 septembre que la DNSCP nous a saisi par lettre pour dire avis défavorable. Relancer les DAO.
Alors, voilà. Et je précise qu'en ce moment précis, dès que nous avons reçu cette lettre, nous avons aussitôt préparé le DAO en conséquence que nous avons envoyé. Et nous avons eu, et lorsque nous avons envoyé les DAO, et nous avons eu la première lettre la première lettre de la DNSCP en novembre, le 15 novembre, plus précisément, avec des observations sur le DAO que nous avons envoyé, qu'on a corrigé, qu'on a envoyé. Alors, on a corrigé, on a envoyé, et deuxième observation venant de la DNSCP, nous l'avons également reçu, et en décembre, que nous avons corrigé, on a envoyé, et en fait, nous avons eu le bon an lancé. À quelle date? Nous avons eu le bon an lancé en décembre. En décembre, puisque la vie est là, décembre 2016. La date précise. La date précise, non, la DNSCP n'a pas mentionné la date, mais nous l'avons eu en décembre 2016. C'est bien écrit là, décembre 2016. Alors, en tant qu'autorité municipale, si en décembre 2016, vous avez reçu le quitus de la Direction nationale de contrôle des marchés publics pour lancer enfin l'appel d'offres, qu'avez-vous prévu pour gérer les ordures à partir du 1er janvier 2017? Lorsque nous avons reçu l'avis, nous avons approché la DNSCP. Nous avons échangé avec les cadres techniques qui nous ont rassurés de ce que eux-mêmes ils étaient conscients que nous avons pris de retard. Et tenant compte de cela, de vite amorcer la procédure pour que dès que les dossiers arrivent à leur niveau, qu'ils allaient traiter avec sérénité. Alors nous sommes fixés comme délai 2 mois. Nous avons mis en place... À partir de décembre 2016. À partir de janvier. Parce que les contrats devaient venir à expiration le 31 décembre. Et vous allez constater, en janvier, on n'a pas eu de problème de déchets dans la ville. On a toujours continué par ramasser. En décembre, en janvier, nous avons curé les caniveaux secondaires. Est-ce que vous voyez, on a mis en place un plan d'urgence qui devait nous conduire sur 2 mois. Une période transitoire sur 2 mois. Tenant compte du fait que, au vu de la planification que nous avons faite avec la DNSCP, déjà, au début du mois de mars, on aurait les contrats sous la main, prêts à exécuter. C'est quoi le contenu de votre plan d'urgence? Le contenu, c'est... Le plan d'urgence... Le plan d'urgence prend en compte toutes les activités que nous menons. C'est quelle entreprise? Il faut bien une entreprise pour exécuter les travaux relatifs au ramassage des ordures. Alors, quelle est l'entreprise qui a été choisie pour exécuter ce plan d'urgence avec vous et de quelle manière? Voilà, ok. Le plan d'urgence qui est mis en place, je vais faire intervenir la direction des services techniques. Je vais faire intervenir la direction des services techniques. Et nous avons quelques bennes tasseuses. On devait également louer des camions pour prendre la relève par rapport de l'enlèvement des déchets. Dans le plan d'urgence, nous avons échangé avec les prestataires dont les contrats étaient venus à expiration, pour nous accompagner encore sur une période de 2 mois. Nous l'avons obtenu, on a obtenu leur accord. Ce qui nous a permis de continuer aisément par donner les prestations sur la période. Mais les choses ont commencé par être compliquées pour nous à partir du moment où on a été perturbés dans la procédure. Nous avons été perturbés, et je le dis, nous avons été sérieusement perturbés dans la procédure. Et je dis et je répète que si nous avions l'information à temps sur la gestion intégrée sur le Grand Locoué, les DAO seraient élaborés autrement. Alors, que reprochez-vous au préfet du littoral lorsque vous savez vous-même qu'après que le président de la a rencontré les maires du Grand Locoué, il y a eu une délibération du Conseil des ministres qui demande aux communes concernées de ne signer que des contrats de courte durée pour ce qui est de l'enlèvement des ordures. Le préfet, en tant qu'autorité départementale, a été instruit pour vous notifier cette décision du Conseil des ministres. Est-ce qu'il a mal agi en faisant cela? Est-ce qu'il n'a pas fait son devoir? Je vous dis ceci. L'annonce faite sur l'élaboration des contrats de courte durée sur 3 mois
a été faite par le chef de l'État lorsque nous avons été reçus à la présidence de la République. Le chef d'État a dit, je suis informé de la situation et étant entendu que très prochainement, il y a un nouveau mode de gestion des déchets, j'ai demandé qu'on élabore les contrats de courte durée, 3 mois par exemple. D'accord. Mais en ce moment précis, en ce moment où, au moment où le chef de l'État se prononçait en ces termes sur la question, c'est connu de nous tous. Le dossier, en ce moment précis, était, on a déjà fini avec l'analyse des offres, on a tout renvoyé à la DNSCP. Puisque dans la procédure, il ne revient pas à la mairie à elle seule de conduire la procédure, puisque c'est un dialogue ouvert. Et ce n'est qu'avec l'appui de la DNSCP qu'on peut conduire le process du début jusqu'à la fin. Et la fin est sanctionnée par l'approbation du préfet pour mettre les contrats en vigueur, pour les notifications. Au moment où le chef de l'État se prononçait sur la question, les dossiers étaient à la DNSCP. Il suffit seulement que la DNSCP dise allez, bon, reprenez les contrats sur 3 mois, tout ça là. Bon, voilà. Et que nous, on va se conformer. Alors, est-ce que le gouvernement était censé savoir que vos dossiers étaient déjà au niveau de la DNSCP, oui, et que rien n'était plus possible, ou si quelque chose devait être possible, il fallait absolument que les responsables de cette direction interviennent. Au moment où le chef de l'État demandait au maire du Grand Nokoué de ne signer que des contrats de courte durée de 3 mois, est-ce qu'il savait que vos dossiers étaient déjà presque à terme? Non, justement, au niveau de la direction. Qu'est-ce qui a amené le chef de l'État à se prononcer sur la question? C'est parce que le maire de Cotonou a évoqué la situation pour dire nous avons pris acte de tout ce que nous venons d'être informés, et le maire a saisi l'opportunité pour appeler l'attention du chef de l'État sur les contrats qu'on avait qui étaient en souffrance. Alors, le chef d'État a répondu, il dit, je suis bien informé de ça, mais voilà ce que je vous demande de faire. Donc, nous, après ça, on a attendu que la DNSCP nous retourne les dossiers avec cet avis-là, pour nous permettre d'élaborer les contrats. C'est simple. Et effectivement, la DNSCP a envoyé le chose là, et son avis, et nous a demandé d'élaborer les contrats de 3 mois. Et je dis ceci, lorsque nous avons envoyé l'analyse des offres, on a tout envoyé à la DNSCP. Donc finalement, la DNSCP n'a pas fait comme si elle était ignorante de la décision du président de la République. Non, pas du tout. C'est-à-dire, lorsque nous avons envoyé le rapport de dépouillement, je vous dis ceci. Lorsqu'on a fait le dépouillement, les résultats étaient le suivant. 1. Le lot numéro 1 de la gestion de la salubrité, c'est l'entreprise Classem qui avait gagné. Le lot numéro 2, c'est l'entreprise Classem qui a gagné le lot numéro 2. Le lot numéro 3, qui est la gestion du lait, c'est l'AGETUR qui est sortie gagnante. Alors, dans le DAO, il est écrit que les entreprises peuvent soumissionner à plusieurs lots. Mais aucune entreprise ne peut se voir attributaire de plus d'un lot dans le DAO. Lorsque nous sommes tombés sur ce résultat-là, et conscients du retard que nous avons déjà accusé, nonobstant ça, nous avons écrit dans le rapport, on a demandé à la DNSCP, spécialement tenant compte de la sensibilité des opérations, des déchets et l'urgence que nous avions en face à gérer, on a proposé à la DNSCP d'accepter que nous donnions le lot numéro 1 et le lot numéro 2 à l'entreprise Classem qui, naturellement, a gagné les 2 lots. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque nous avons envoyé ça, l'avis de la DNSCP est tombé. La DNSCP a dit, niet, vous ne pouvez pas, je ne vous autorise pas à procéder de la sorte, parce que en dépouillement, vous notifiez d'abord le lot numéro 1 avant de notifier le lot numéro 2. Conséquemment, l'entreprise Classem, déjà attributaire provisoire du lot numéro 1, ne peut plus être attributaire du lot numéro 2. Donc, l'avis de la DNSCP qui est tombé était défavorable, c'est-à-dire le lot numéro 1, Classem,
Le lot numéro 2, voilà. Le lot numéro 1, Glacem. Le lot numéro 2, Infructueux. Le lot numéro 3, Agéture. Et c'est justement ce lot numéro 2 là qui pose problème aujourd'hui. Puisque le lot numéro 2, c'est à part du 7e au 13e arrondissement, qui se retrouve au centre-ville. Le lot numéro 1, c'est du 1er au 6e arrondissement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qui justifie la situation que nous avons envie. Maintenant, lorsque la DNCP nous a envoyé ça, élaborer les contrats pour 3 mois. Strict. On a élaboré les contrats pour 3 mois. Ça veut dire que dans la situation là, telle que nous sommes avec son avis, on devait à tout prix relancer une procédure assez rapidement. Et là, nous sommes déjà à quelle date? Au moment où la DNCP a envoyé cette lettre, avec son avis, nous étions au 12 mai. Le 12 mai. Et vous vous souvenez très bien que nous avons été reçus à la présidence de la République le 5 mai. Et vous voyez, la DNCP a pris en compte les instructions du chef de l'État. Et nous-mêmes, nous étions d'accord. Mais, étant entendu que nous sommes embarrassés par la situation du lot numéro 2, qui est malheureusement au centre-ville, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons appelé l'entreprise Glacem. Nous avons discuté avec cette entreprise-là. Pourquoi? On a discuté pour lui demander, voilà ce que la DNCP nous a notifié comme avis, et que vous ne pouvez pas prendre le lot, les 2 lots. Mais la société Glacem, dans sa démarche, visait beaucoup plus le lot numéro 2. Dans sa démarche. Et étant entendu qu'elle était gagnante pour le lot 1 et le lot 2, avait cru qu'elle pouvait avoir l'opportunité, c'est-à-dire de choisir un des 2 lots. Or, nous-mêmes, tenant compte de la sensibilité, on a demandé que la DNCP autorise. Elle a dit non, Infructueux, le lot numéro 2. Nous avons discuté avec l'entreprise pour qu'elle intervienne sur le lot numéro 2. Vous savez pourquoi? Parce que les déchets transportés sur les laisses, c'est en termes de tonnage qu'on paye les entreprises. C'est-à-dire, les quantités que vous transportez, les bons de déversement, tiennent compte du tonnage de déchets que vous avez amené pour qu'on paye. Donc, nous, on lui a proposé qu'il accepte alors d'intervenir sur le lot numéro 2. En attendant qu'on relance, l'entreprise a dit non, je ne ferai pas. Je ne ferai pas parce que je ne pourrai pas tenir. Nous avons discuté avec l'entreprise de long, jusqu'au 14 juin, on a payé les discussions. D'abord, même pour signer le contrat de 3 mois, c'est 1 semaine après que l'entreprise est venue signer le contrat de 3 mois là. Parce que quand nous l'avons appelé, elle a dit non, je ne signe pas. Parce que je suis rentré dans une procédure qui devrait me voir enfin notifier un contrat d'1 an renouvelable une fois si je fais bien. Mais pourquoi un contrat de 3 mois? On a dû discuter, expliquer, et enfin, elle a fini par accepter et a signé. Mais nos discussions prenaient en compte sa sollicitation sur le lot numéro 2, ce que l'entreprise a refusé. Mais comme par hasard, le 15 juillet, et d'abord le 14 juillet déjà, le préfet m'a appelé au téléphone et m'a signifié que suite à une séance de travail tenue avec le ministère du cadre de vie sur la salubrité de la ville, la situation des déchets qui sont déposés par maître dans la ville, qu'ils viennent de réquisitionner l'entreprise Glacem pour intervenir sur le lot numéro 2. Il a dit bien le lot numéro 2 pour le ramassage des ordures. Moi, c'est l'autorité qui a parlé. Il a dit, et de bien vouloir accepter le déversement de ces déchets-là sur le laisse. L'être qui m'a parlé, j'ai dit, entendu, monsieur le préfet. Mais, et juste après, j'ai appelé la société Glacem. Ah, monsieur Glacem, ça va? Il m'a dit oui. Il dit, ok. Le pays vient de m'informer que vous êtes autorisé à ramasser des déchets. Il m'a dit oui. Et apparemment, vous doutez qu'on puisse vous accepter sur le laisse. Ce n'est pas un problème. J'ai instruit à la DST, le laisse. Vous aurez accès au laisse en ramassant les déchets. Étant nous lui avons demandé ça, nous-mêmes, il a refusé en temps. Bon, alors, il m'a dit ceci. Oui, effectivement, le préfet m'a appelé ensemble avec le ministre du cadre de vie et ils m'ont dit d'intervenir sur le lot numéro 2 et d'adresser les factures au ministère.
J'étais étonné. Et d'adresser les factures au ministère pour se faire payer. J'ai dit, ah bon, ils vous ont dit ça? Il m'a dit oui. J'ai dit, alors, ok. Même si c'est pour mémoire, si vous voulez adresser les factures au ministère, n'oubliez pas de mettre alors le coût d'enfouissement dedans. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque l'AGETU va nous envoyer après ces factures pour se faire payer, et qu'il n'y aura pas concordance entre les quantités de déchets transportés par la société sur le laisse, au paiement, ça poserait problème. Parce que c'est les quantités qui déterminent ce que l'AGETU enfouit là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas concordance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a dû se passer. Donc il fallait clarifier ça. Donc j'ai appelé l'attention de l'entreprise, elle dit, ah oui, elle a bien compris. Alors, voilà comment le préfet est intervenu. Alors, si le préfet avait pris connaissance de l'avis de la DNCP, qui déclarait le lot numéro 2 infructueux, et même quand le préfet notifiait l'avis, le 15 juin, le préfet a écrit au maire pour lui notifier que c'est comme ça et qu'il a autorisé la société Glacem à intervenir sur le lot numéro 2. Et il dit dedans que, étant entendu que cette entreprise est déjà en contrat avec la ville. Or, malheureusement, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous ne sommes pas encore en contrat avec la ville, avec l'entreprise. Le contrat, en fait, signé là, a été reçu de la DNCP que vendredi. Il y a 3 jours. C'est actuellement sur la table du préfet pour approbation. Alors, il y a une question à laquelle vous devriez apporter de réponse. Oui. Vous aviez un plan d'urgence qui est censé vous conduire jusqu'en mars 2017. Oui. Vous avez dit que dans la procédure d'appel d'offres, vous avez été perturbé par les instructions et les décisions du gouvernement. Chacun pourra commenter ça à sa manière. Mais pourquoi n'étiez-vous pas capable de prolonger votre plan d'urgence de sorte à empêcher aux Cotonois d'assister au spectacle auquel l'on a assisté ces dernières semaines avec des ordures un peu partout dans la ville. Et certains des responsables de la mairie, dans des interviews accordées à des médias, ont dit que c'est le gouvernement qui est responsable de ça. Comme si vous étiez dans une logique de sabotage, de chantage. Non, ce n'était pas ça. Il faut comprendre que le phénomène a pris de l'ampleur quand? C'est au courant du mois de mai. C'est au courant du mois de mai. Et je vous dis, nous étions en train d'intervenir. On a prolongé le plan d'urgence jusqu'au mois de mai. Je vous le dis. Jusqu'au mois de mai. Et nous, notre démarche, c'est la sérénité qu'on devait accorder à si tous, on était préoccupés par la situation. Des déchets tels qu'aujourd'hui, on est préoccupés. On était préoccupés, je vous le dis. C'est dit, mais est-ce qu'en un mois, on ne peut pas sortir tout ça là? On peut sortir tout ce que je vous dis. L'administration est essentiellement paperassière et procédurière. Et qu'est-ce que nous voulons faire sans les procédures? On ne peut rien faire sans les procédures. Donc, en raison de procédures et de paperasse, les Cotonois doivent accepter cohabiter avec les autres plusieurs semaines. Justement, je vais vous dire ceci. Ce qui m'a intéressé dans la décision prise par le préfet, c'est que le préfet dit, il a fait la déclaration. C'est-à-dire, nous avons réquisitionné l'entreprise Glacem pour ramasser sur les déchets sur le lot numéro 2. Préoccupons-nous d'abord de quelque chose d'essentiel. Les endroits là qui accueillent ces déchets là, est-ce que c'est les endroits appropriés pour accueillir les déchets? Cotonois, Cotonoises, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est les endroits appropriés pour accueillir les déchets? Il y a un système mis en place à la précollecte, on va en parler. Mais là où on dépose les déchets là, sur les TPC, sur les places publiques, est-ce que c'est les endroits appropriés à recevoir les déchets? Alors, le préfet, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, il me dit, mais que nous avons instruit les forces de l'ordre à réprimer tout individu qui déposait des déchets sur ces places publiques-là. C'est maintenant que le préfet dit qu'il a réquisitionné. Mais ça fait partie, ça, c'est notre lutte au quotidien à la mairie de Cotonou. D'accord. Alors, les communiqués que nous passons tout le temps, ce n'est que dans ce sens. Vous aurez d'autres occasions pour en parler. Là, maintenant, c'est un droit de réponse que vous êtes en train d'exercer. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi la société Glacem, qui refuse de signer un contrat de 3 mois avec vous, conformément au courrier que vous avez reçu, pour rester en harmonie avec la volonté de la DNSMP, pourquoi la même société accepte d'être réquisitionnée et de faire un travail qui ne va peut-être pas dépasser 3 mois? Ah non. La société a évoqué et s'est justifiée. Elle s'est justifiée quand on l'a rencontrée.
moi, c'est un contrat d'un an que j'ai fait avec vous, renouvelable, le dialogue que j'ai pris, c'est ça. Deuxième chose, c'est comme je vous ai dit, la société a bien fait ses offres. Elle visait de gagner le lot 2. Le lot 2. Mais au dépouillement, elle a été gagnante du lot 1 et le lot 2. Alors pourquoi vous... Et nous, au prime abord, pour nous, on pouvait lui laisser l'opportunité de choisir le lot qui lui plaît. Étant donné qu'elle est gagnante sur les deux lots. Mais, au dépouillement, nous-mêmes on est conscients, c'est-à-dire vous attribuez le lot 1 avant d'attribuer le lot 2. Le lot 1 a été attribué à Glassem, activité provisoire. Le lot 2, on a encore déclaré activité provisoire du lot 2. Et on a proposé à la DNCP, nous savons bien que le DAO indiquait que personne ne peut gagner plus d'un lot. On a proposé, tenant compte de la sensibilité de l'opération, et oui, on a proposé, mais la DNCP a dit non, il est activité du lot 1, il passe le lot 1, le lot 2, infructueux. Non, tout ça, ça amène certaines personnes à dire que c'est un jeu, que c'est une stratégie de votre part. Et je vais vous exposer l'argumentaire qui est souvent, l'argument qui est souvent brandi. Oui. En fait, la concurrente de la société Glassem, dans cette procédure, est présentée comme une entreprise dans laquelle certains responsables de la mairie auraient des intérêts. Et que ce lot 2, justement, visé par la société Glassem, dans votre plan, c'est la société concurrente qui n'a pas été attributaire, c'est à elle que vous envisagez attribuer ce lot 2. Et comme elle a été défaillante, il fallait trouver un mécanisme pour que ce lot ne soit attribué à personne, parce que c'est là que se trouvent les gros intérêts. Quel est votre commentaire à propos? Merci beaucoup. Et ça veut dire que, pour atteindre nos objectifs, nous avons manipulé aussi la DNCP. Attendez, ça veut dire, nous avons manipulé la DNCP pour donner cet avis-là. C'est ce que ça veut dire. Si on était dans cette démarche, nos rapports qui sont partis avec la sortie de proposition de lui donner les deux lots, on ne m'accusait pas dans ces rapports. Si c'était encore ça, on se serait précipité rapidement de préparer, de relancer l'appel d'offres. On se serait précipité pour préparer la relance. On n'a pas encore fait. On a envoyé les contrats, on a envoyé les rapports à la DNCP. Alors, ce que vous dites... Non, vous n'aurez pas besoin de relancer, parce que vous savez que même en relançant, l'entreprise que vous voulez favoriser ne sera pas toujours capable de remporter, parce que elle n'a pas l'expertise, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas la capacité, elle n'a pas la technologie. C'est ce qui se dit. Non, je vous le dis. Non, je réagis. Vous allez suivre bien. On sera bien obligé de relancer. Mais on ne peut pas relancer sans l'avis de la DNCP. C'est pour vous dire que c'est à croire qu'on a manipulé. C'est comme ça, hein, quand nous avons eu la décision de l'autorité de régulation des marchés publics, le préfet l'a dit qu'on a manipulé la décision. Comment la mairie peut se mettre dans un tel jeu? Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai entendu ça de plusieurs personnes, même le préfet me l'a dit, et que l'entreprise, c'est l'entreprise INSA, que cette entreprise est une entreprise du maire, de Cotonou, tout ça là. Ah bon, vous confirmez ça, c'est ça? Je dis, je l'ai entendu moi-même. Mais le préfet l'a parlé, en tout cas sur le plateau de Golf. Non, moi, il me l'a dit. C'est un droit de réponse. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Je dis, moi, il me l'a dit. Alors, je vous dis ceci. Avant de faire ce genre d'affirmation, il faut avoir suffisamment les preuves matérielles. Est-ce qu'on est allé fouiller les dossiers de la société INSA pour lire dessus que c'est une entreprise de certaines personnes de la mairie? Il faut avoir les preuves matérielles. Mieux, vous savez, cette histoire a suscité beaucoup de polémiques au point où, lorsque nous voulons procéder au dépouillement de ce dossier, précisément en février là, le FONAC a écrit au maire pour demander sa participation aux travaux d'analyse des offres et de dépouillement pour la première fois. Le maire a dit, ok, avis favorable. C'est dit que le FONAC s'est fait par son président. C'est Jean-Baptiste Elias lui-même qui est venu se présenter et a pris part aux travaux du début jusqu'à la fin. Pour dire, je vais voir vraiment comment ça se passe. Alors, s'il y a des manipulations à faire pour faire favoriser une société au détriment de l'autre, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Et quel intérêt on a? Parce que nous sommes préoccupés par la propriété de la ville. Je vais plus loin. Dans cette accusation, il est même dit que
cette entreprise que vous avez pris la responsabilité vous-même de nommer, si vous n'aviez pas relancé l'appel d'offres à temps, Oui. Après avoir fait la tacite reconduction, après avoir opéré la tacite reconduction, c'est justement parce que vous étiez conscient qu'elle n'était pas en règle vis-à-vis du fisc et que lancer la procédure en ce moment précis n'aurait pas permis à cette entreprise d'être adjudicateur donc de ce marché, et que quand vous parlez du financement que vous avez obtenu de la mairie de Paris, ce n'est qu'un argutie. Non, écoutez, ce n'est que ce que vous avez dit, c'est les, comment j'ai dit, c'est les procès d'intention, ça. Mais allons dans la réalité des faits. Ce que moi je dis, c'est la réalité. J'ai des preuves matérielles de ce que je dis. Je matérialise pas des actes. Je vous prouve que c'est des actes écrits. C'est dit, allez vérifier si effectivement on n'a pas un projet avec la mairie de Paris. Est-ce que c'est faux? C'est ça, il faut voir. Est-ce que, selon l'objectif qu'on voulait atteindre, est-ce que le résultat n'était pas nécessaire pour repenser la gestion des déchets? C'est la question. Mais je vous le dis encore une fois, si en ce moment-là, au moment où le maire concluait un partenariat avec la mairie de Paris, si on avait l'information que la gestion des déchets va changer demain à partir du premier trimestre de l'année 2018, on se serait comporté autrement. Un autre aspect, vous avez encore 15 minutes, un autre aspect sur lequel vous devrez intervenir, c'est l'étape de la précollecte. Oui. Le préfet ne comprend pas pourquoi vous estimez qu'il faille attendre jusqu'en juin 2017 avant de réorganiser les ONG de précollecte en juillet. Pendant ce temps, Cotonou sera en train d'être envahi par les ordures. Non, ce n'est pas Cotonou sera en train d'être envahi par les ordures. Je vous dis ceci. C'est pourquoi je parle de la patience qu'on devait avoir pour prendre connaissance des dossiers de la ville. Ce n'est pas moi qui l'ai élaboré. Ça, nous l'avons élaboré conjointement avec le PGMU, validé par la Banque mondiale. Ce document que vous avez ici, c'est le plan d'action des activités pour la phase transitoire sur la gestion de la salubrité. C'est ça. Et qui prend en compte le renforcement des ONG. Et je vous ai dit que prochainement, les ONG bénéficieront d'un appui institutionnel et d'un appui financier, matériel. Ils doivent être transformés en GIE. J'avoue que les ONG, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui dans la ville, c'est un plan de zonage qui a été élaboré en 2004 ou 2005. Alors, les ONG étaient au nombre de 53. Aujourd'hui, ces ONG n'arrivent pas à couvrir l'ensemble du territoire et convenablement. On a échangé avec ces ONG, on connaît leurs problèmes. Donc, c'est tout ça là qui a été pris en compte dans le cadre du PGMU. Lorsque le PGMU a voulu intervenir dans la gestion des déchets, on a intégré ça dans la gestion des déchets. Le problème, justement, parfois, c'est vous, d'après ce qui se dit, parce que ces ONG-là se connaissent, mais en raison de la politique et de la volonté de certains responsables municipaux de récompenser des partisans, on a voulu intégrer dans le cercle de ces ONG des structures qui n'ont vraiment pas la capacité de faire justement, le travail. Donc, une gestion politisée en quelque sorte de la précollecte. Ce que je vous suggère, la gestion de la précollecte ne peut pas être politisée. Ce que je vous suggère, il faut appeler le responsable. Et vous allez vous en rendre compte. C'est à la faveur du projet, c'est le PGDSM qui a installé le projet. C'est les Canadiens qui sont venus travailler avec ces ONG-là. C'est eux qui ont constitué leur mise en place. Et c'est une structure bien organisée. À travers la COGIDA, ils sont organisés, ils ont un bureau. C'est ça le problème. Ils ont seulement, si c'était ça, les ONG seraient passés depuis de 53 à 100, à 200, puisqu'on en a besoin. Si ce n'est que par les jeux de serrer les partisans et faire ceci, on serait passé déjà à 100, à 200. Justement, les lettres qui sont parvenues au préfet, c'est parce qu'il y a des ONG qui ont écrit au préfet pour proposer qu'ils pouvaient intervenir dans la précollecte. Et nous-mêmes, on a reçu ces lettres-là. Et pour répondre à cela, le préfet nous a saisi pour dire, voilà les ONG qui vont saisir pour intervenir dans la précollecte. Nous-mêmes, on a reçu ces lettres-là. Et en réponse, on a dit au préfet que on ne peut que s'intéresser à leur offre, à leur demande, que dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d'actions que nous avons convenues ensemble avec le PUDOMI. C'est ce que nous avons dit au préfet. Et lorsque vous prenez ce plan-là, ça nous amène jusqu'à juillet. D'accord. C'est ça. Alors, avec le préfet, dimanche dernier, il a été aussi question, et là, brièvement, j'insiste sur le mot brièvement, puisque c'est un droit de réponse, de la convention entre l'État central, la convention cadre entre l'État central et la commune de Grand-Nokoué. Le préfet a considéré que la mairie de Cotonou n'a pas signé parce que, justement, il y a eu une signature sous réserve. Ah oui, absolument. Bon, il y a une signature. Pourquoi on en est arrivé là? C'est simple. Parce que, en réalité, bon, et nous avons fait des propositions quand nous étions retrouvés en commission. Il y a eu le document. Le premier document que nous avons eu à la présidence, c'est clairement signifié, draft, document de discussion. C'est là que nous avons eu en mai. Mais quand nous étions partis à la discussion, il fallait mettre en place, je vous en prie. Aujourd'hui, cette convention cadre-là, aussi bien ceux qui ont signé que ceux qui ont signé sous réserve, ça crée encore des problèmes au niveau des communes. Mais non, nous avons suggéré à l'époque qu'il fallait indiquer à l'ensemble des maires la conduite à tenir pour qu'on valide unanimement ce dossier. On pouvait réunir les 5 maires, leur dégager un expert pour travailler là-dessus. Quand nous étions partis, on a demandé si on pouvait amender le projet, ils ont dit oui. Mais des discussions, aucun point n'était amendable. Lorsqu'on aborde un point, on dit non, on justifie. Bien au contraire. Mais le premier problème, c'est quoi? Nous avons reçu ce document draft. Là-dedans, il est écrit que les maires, si ce document vient en appui avec des conventions spécifiques. Quand on a demandé, on a dit il n'y a pas de convention spécifique. On n'a pas encore les conventions spécifiques. On a dit il faut sortir peut-être ça dedans. Alors, le conseil municipal devrait se réunir pour examiner. Lorsqu'on a fait les associations, on était allé en discussion. Pendant qu'on était en discussion, il y a d'autres communes qui ont déjà signé la convention, le document draft. Parce que la pression a été mise en conséquence. On a réuni le conseil. On a demandé... Si c'est un procès d'intention, quand vous estimez qu'il y a eu pression sur... Non, moi j'ai pris pas aux réunions. Il y a eu pression. Parce qu'on a dit, le jour là, le 12, on voulait avoir les conventions signées le 12. On nous l'a dit. Que le 12, on doit avoir les conventions signées. Alors que si on devait faire ça le 12, on n'aurait pas réuni le conseil municipal. Puisqu'il fallait attendre les négociations avant de réunir le conseil municipal. Deuxième chose, lorsque nous avons tenu la réunion du conseil municipal, le maire a demandé, nous avons écrit au gouvernement, on a écrit au ministre pour demander l'appui technique des cadres avec qui on a discuté là-bas, pour venir expliquer devant le conseil le contenu, davantage le contenu de la convention, pour faciliter les débats. Mais ils n'ont pas répondu favorablement. Ils ont dit non. Étant entendu qu'on n'a pas envoyé dans les autres communes, pourquoi on va envoyer chez vous? Mais chaque commune a sa spécificité. J'avoue, chaque commune a sa spécificité. Je vous invite à venir participer une fois aux réunions du conseil municipal et vous allez vous en rendre compte. Donc, la convention a été bel et bien signée. Mais est-ce que le maire, dans le contexte actuel, peut signer une convention outre ce que les conseillers lui ont recommandé? C'est ce que les conseillers ont demandé. Et nous avons envoyé, et le ministère nous a réagi, le ministère du cadre de vie a répondu pour dire nous prenons acte de la convention signée sous réserve. Cependant, nous portons à votre connaissance que vos observations ne pourront être plus prises en compte dans le cadre de la convention cadre. Nous vous rassurons que ces observations-là feront objet de conventions spécifiques que nous aurons à élaborer sur chaque type de projet. C'est la réponse. Ça veut dire que, pour moi, le ministère est satisfait. Pour moi, la mairie a répondu. Donc, maintenant, si on pense que... Donc, en dehors de la convention cadre, il y aura une convention spécifique pour chaque type de projet. Et c'est ça. Et le ministère n'a pas dit pourquoi vous avez fait des observations. Le gouvernement dit nous prenons acte. Et nous a rassuré que, à l'occasion des conventions spécifiques, ces observations seront prises en compte. Nous attendons de voir, c'est tout. Alors maintenant, vous avez 7 minutes, c'est un droit de réponse pour répondre à d'autres propos du préfet que vous considérez comme des commentaires malveillants vis-à-vis du maire de la ville de Cotonou que vous représentez sur ce plateau légalement. Oui. Alors, non, je voulais vous dire que d'une manière générale, le problème que vous avez, quand nous sommes en train d'examiner, pose... s'il faut répéter, relève des relations entre la tutelle et la mairie de Cotonou. On n'a pas de relations apaisées. Et nous avons perçu déjà les signaux. Parce que 2 mois après sa prise
de fonction. Mais le préfet, quand moi j'ai fait un point, le préfet a pris des actes de décision pris par le préfet 2 mois seulement après son entrée en fonction. Il a pris 19 actes de décision, dont la fameuse demande d'explication adressée au maire. Ça a pris décision 2 mois après. Et nous avons répondu, on a analysé les actes du préfet. Et nous avons écrit et proposé au préfet la mise en place d'un cadre de concertation entre la préfecture et la mairie de Cotonou pour une tutelle apaisée. On a suggéré ça. Si ce sont des actes d'approbation, d'annulation ou de quoi? J'ai dit les actes de décision. Il y en a 19. Il faut 19 décisions de décision. Quand je parle de décision, vous allez comprendre que... Est-ce que c'est des décisions qui avantagent, qui arrangent la mairie de Cotonou ou qui... Justement, quand je parle... qui sont considérés comme un handicap pour la réalisation de ces projets, de ces actions? Quand je parle d'actes de décision, ça veut dire que c'est des actions c'est des actions nouvelles qui devaient amener à un changement de comportement. Mais qui, ma foi, lorsque je prends ces actes, vous voyez le contenu des actes, il y en a qui empêchent sur les prérogatives du maire. Parce que le préfet dit, je suis suffisamment jaloux de mes prérogatives, mais il n'est pas suffisamment jaloux de ses prérogatives. Il en rajoute. Il empiète sur les prérogatives du maire. Ça, il faut le dire. Ça, c'est vrai. Parce que, quand nous avons vu ça, on a posé le cas de concertation. On n'a pas pu obtenir. Il n'a jamais accepté qu'on mette en place un cas de concertation et dialogue. Nous, on sait pourquoi on l'a dit. Donc, puisque à la tête d'une préfecture, si vous n'avez pas un préfet qui est en chose là, comment on appelle, en phase avec les ambitions du maire, ça ne peut pas marcher. Ce qui a dit les ambitions du maire, c'est les ambitions de tout le conseil. Parce que la tutelle doit être nécessairement une tutelle apaisée. Je vais vous dire ceci, au regard des textes de loi sur la décentralisation. Le maire, on a besoin de quoi pour être maire? Quelles sont les qualités que quelqu'un doit avoir pour être maire? On a dit savoir lire écrire le français. On n'a pas besoin d'un intellectuel calé pour être maire. Et je le précise. Et c'est pourquoi, à côté des maires, on a défini le statut des secrétaires généraux. Deuxième chose, le préfet joue le rôle d'assistance et de conseil au maire. Assistance et conseil et accompagnement. Si je m'en tiens à cela, si le préfet sort dans la ville de Cotonou, normalement, il devrait avoir à ses côtés le maire. Puisque, comme je l'ai dit, le préfet n'est pas opérationnel. Donc, c'est ça. Donc, comment le préfet peut-il s'assurer que le maire sera à ses côtés lorsqu'il descend, par exemple, dans le département du littoral, malheureusement, le territoire de la ville de Cotonou, pour exécuter une décision du gouvernement que ne partage pas le maire de la ville de Cotonou? Non, juste, non. Mais voilà, c'est ce qu'on fait. Est-ce que la démarche requise a été observée pour qu'on apprécie le maire? En quoi, je vais vous dire ceci, le maire, un maire, fut-il le maire de la ville de Cotonou, quelle force il a pour aller contre les décisions du gouvernement? D'un gouvernement. Un gouvernement, je vous dis, ça veut dire qu'il refuse le fonctionnement de l'État. Il peut le faire. Il a quel moyen d'action? Il n'a aucun moyen d'action. Moi, je vous le dis. Parce que ce que moi je dis, le rôle d'assistance technique, conseil, accompagnement, ça devait être... Moi, je dis, et je répète, à la tête des préfectures, il y a des hommes. Les hommes qu'il faut placer doivent être des hommes, c'est-à-dire, ayant des qualités irréprochables. Moi, je le dis, parce que si avec, vous n'avez pas toute la tempérance qu'il faut, vous n'avez pas toute la maîtrise qu'il faut, vous n'avez pas la démarche, la courtoisie requise. Vous voulez dire que Modeste Oboula n'est pas irréprochable? La courtoisie requise. Moi, c'est les actes qui parlent. L'autorité ne se revendique pas. C'est dans les actes qu'il faut voir l'autorité. Et ce que je dis, encore une fois, la règle d'or de l'administration, des échanges administratifs, que ce soit en propos, que ce soit en écrit, on nous a appris que la règle d'or, c'est la courtoisie. Vous mettez la courtoisie dans tout ce que vous voulez dire vis-à-vis de votre supérieur, vis-à-vis de votre subalterne, c'est dit tout y est. Mais lorsque cette courtoisie ne transparaît pas dans vos actes, dans vos propos, dans vos écrits, ça veut dire que vous avez quelque chose à revoir. Ça, c'est important. Raoul Silverus Faladé. Oui.
Merci d'être passé. Merci beaucoup. Et puis la prochaine fois que le maire de la ville de Cotonou, qui a bien voulu vous envoyer sur ce plateau pour le représenter, éprouverait le besoin d'exercer le droit de réponse, vous voulez lui dire que la direction générale du groupe de presse, la Gazette du Golfe, souhaiterait l'avoir lui-même sur le plateau. C'est lui qui administre les Cotonois. Oui. Donc c'est vrai que vous le représentez très bien et à plusieurs occasions, mais ce serait bien si je vous informe que le maire, il est à la fois administratif et politique. Moi, je suis administratif, je ne suis pas politique. Et je suis le porte-parole de la mairie de Cotonou. Non, ici, vous n'êtes pas ici en tant que porte-parole. Non, en tant que représentant légal. Non, je le dis parce que les questions qui ont été soulevées ici, le préfet a révélé la carence des cas techniques. C'est comme si c'est une administration qui n'a pas de tête, qui n'a pas de pied. Notre administration. Voilà, merci de transmettre notre message à monsieur le maire de la ville de Cotonou. Merci. Que nos locaux, nos portes, le groupe de presse, la Gazette du Golfe, lui est grandement accessible. Voilà. Ils viennent ici parler aux Cotonois. Merci. C'est supposé la fin de cette émission, ma part des vérités, qui consacre le droit de réponse du maire de la ville de Cotonou, Yadi Vinay-Onsoglo, par rapport à l'émission du dimanche dernier, dans laquelle nous avions reçu le préfet du littoral, Modeste Otoboula. Vous aviez écouté le préfet il y a une semaine, vous avez écouté aujourd'hui le représentant du maire. À vous de faire vos opinions sur les différents sujets qui ont été abordés et de juger. Nous ne jugeons pas, nous donnons la parole à toutes les parties, nous faisons entendre toutes les voix, toutes les opinions. Merci de votre fidélité au programme de Golf TV Africa. Nous souhaitons une excellente fête de l'Aïd el-Fitr à toute la communauté musulmane du Bénin, de l'Afrique et du monde entier. Portez-vous bien. Merci bien.